Bonjour à tous, vous venez de regarder My Barefoot Friend de Song Yu Lee, tourné en 2010. C'était un documentaire sud-coréen qui fait partie de la sélection de films Millennium. Et ici, on se retrouve justement sur le plateau du Millennium, du Festival Millennium, pour organiser une petite discussion autour de ce film. Alors, pour cette discussion, je rejoins Monsieur Philippe Van Snick, secrétaire fédéral adjoint du CSC BHV. Bonjour. Bonjour. Monsieur Nicolas Van Nuffel, qui est le représentant du CNCD 11-11-11. Bonjour. Et Zlatina Rousseva, la directrice artistique du festival et aussi réalisatrice. Merci. Alors, première question, évidemment, vous avez tous vu le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ben, moi, d'abord, c'est un superbe film. C'est un témoignage vraiment poignant. Et allez, en tant qu'organisation syndicale, je trouve que c'est quelque chose à montrer, c'est quelque chose à débattre tous ensemble. On voit, je ne vais peut-être pas raconter le film, mais je trouve que du début à la fin, c'est une histoire. Du début à la fin, il y a beaucoup de sentiments. Je pense que les combats syndicaux, c'est beaucoup de sentiments. Et donc voilà, moi, ça a été un plaisir de regarder ce film-là, même si la réalité de ces gens est réellement très, très, très dure, quoi. Ben, il m'a beaucoup touché aussi parce qu'il humanise à travers le parcours d'une personne ou de quelques personnes en particulier la réalité des trois quarts de l'humanité, tout simplement, puisque il y a 3 personnes sur 4 sur notre planète qui n'ont pas accès à une protection sociale digne de ce nom. Et ce que Salim vit, en fait, 3 quarts de l'humanité le vit, c'est-à-dire qu'on est, quand on n'a pas de protection sociale, en permanence sous la menace d'un souci de santé, de vieillesse, d'accident, etc. Et on peut rêver tout ce qu'on veut, on est en permanence confronté à cette réalité-là. Alors Zatina, pour terminer ce tour de table, pourquoi ce film a été sélectionné par exemple pour le Festival Millennium ? Je ne cache pas que c'est un film que j'aime beaucoup. Donc, je dirais en fait, c'est moi qui l'ai choisi et donc qui le défend à travers les années parce que c'est un film qui n'a pas été réalisé hier. Et donc, en plus, c'est un film dont le réalisateur est décédé très jeune et c'est un film qui mérite d'être vu et de continuer à vivre. Mais c'est un film aussi qui pose beaucoup de questions. D'abord, en fait, en voyant le film, souvent dans les discussions revenait la question éthique. En fait, comment on peut filmer quelqu'un qui est dans une situation aussi difficile, aussi précaire, et donc comment on peut en fait rester à côté avec la caméra et ne pas intervenir. Et c'est une des questions essentielles en fait du cinéma documentaire. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où en fait on peut montrer la détresse d'un être humain. Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau de la place du cinéaste face à une grande misère comme peut être celle du protagoniste. Est-ce qu'on peut le montrer ou est-ce que c'est aussi faire preuve peut-être un petit peu de voyeurisme ? Comment vous le sentez ? Moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme du voyeurisme, parce que justement, ce personnage est totalement, j'ai envie de dire, co-réalisateur du film. Il est acteur de sa vie et il est acteur du documentaire qui est en cours de préparation, et ça se marque d'ailleurs très fort à la fin, parce que face à l'échec auquel il est confronté dû au problème de santé de son épouse, il remet en cause les règles, entre guillemets, en disant maintenant on arrête tout, et ça montre bien que, et le réalisateur a gardé ça, donc ça montre bien qu'il a voulu montrer une personne tout à fait réalisatrice de sa propre vie, en fait. Et le film commence même avec cette scène directement, où le protagoniste gueule après le caméraman en lui expliquant « arrête de me filmer, laisse-moi vivre un petit peu ». Mais d'abord, en fait, quand on dit cinéma, il y a une dramaturgie. Et puis, en fait, il y a aussi la relation avec le personnage. Et cette relation, elle évolue, et on le voit très bien dans le film, parce qu'on ne peut pas faire un film comme ça sans créer une relation très très proche de confiance avec le protagoniste. Et donc, je crois que le réalisateur a été vraiment très juste en mettant cette scène au début et à la fin, en disant qu'il y a en fait une limite au-delà de laquelle on ne peut pas aller. En fait, il y a un respect de la volonté du personnage, et effectivement, dans ce cas-là, il est aussi en quelque sorte co-réalisateur. Je suis presque certain, en fait, que le réalisateur était parti filmer une autre histoire, et qu'en cours de route, il a retrouvé en fait Salim, et il a trouvé en lui son personnage, il a trouvé en fait cette complicité, et il est en fait transformé le film
dans un autre film. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent dans le cinéma documentaire. Et puis ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a une évolution de personnage. Donc, il y a en fait il y a un rêve, il y a tout le trajet pour réaliser le rêve, et il y a en fait tout le temps les obstacles. Donc, et le film se termine au moment où on est en fait face à un grand choix moral où le personnage prend une décision. Mais le cinéma coréen est quand même un cinéma assez extraordinaire. Il y a plusieurs documentaires de très grande qualité qui sont sortis. Et c'est très intéressant de savoir en fait comment ce cinéma fonctionne. Parce que j'ai l'impression que c'est un cinéma qui fonctionne autrement que le cinéma en fait, en Europe ou dans d'autres pays. Alors justement, c'est parfait, ça me fait une transition excellente. On va rejoindre quelqu'un qui n'a pas pu être sur le plateau aujourd'hui, c'est Monsieur Chung Hae-tal, qui est le vice-président du Centre culturel coréen à Bruxelles, qui justement va nous parler un petit peu plus du cinéma coréen et des documentaires coréens. Les Coréens adorent toujours l'histoire. C'est pour ça qu'il y a déjà soap drama, les séries à la télévision. Maintenant, c'est un succès universel. Mais par contre, les cinémas documentaires, avant, c'était considéré justement en genre qui est assez sérieux et aussi peut-être un peu ennuyeux. Voilà. Mais maintenant, surtout les jeunes réalisateurs, ils parlent des choses qui sont des problématiques actuelles comme peut-être les sujets sociaux, sinon les sujets aussi personnels. Donc il y a beaucoup de sujets différents et à la diversité. Alors avant, c'était quasiment impossible d'imaginer le succès commercial pour le cinéma documentaire, mais maintenant il y a quelques films qui sont beaucoup plus marchés industriellement aussi au cinéma. On remarque que les productions documentaires coréennes de ces dernières années ont une image et une qualité de production qui est assez exceptionnelle dans l'univers du documentaire, et donc il y a des moyens qui sont vraiment mis derrière. Est-ce que c'est facile en Corée de faire du documentaire? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de moyens mis dans le cinéma documentaire? On respecte le cinéma documentaire comme un genre qui est aussi important que les autres cinémas genres qui sont bien commercialisés des fois. Et surtout, c'est aussi important la liberté de l'expression et aussi la liberté de la philosophie. De philosopher, c'est aussi très important parce que avant quand même, il y avait un peu de tabou à propos de certains sujets socialement. C'était pas vraiment quelque chose qui est interdit, mais justement, on n'aimait pas beaucoup parler quelque chose. Mais maintenant, tout est ouvert. La société est vraiment ouverte, la Corée. C'est pour ça qu'on peut parler ce que je veux, ce qu'on veut. Voilà, comme ça, il y a des gens qui viennent pour l'écouter, pour les voir. Oui, vous disiez que les films coréens avaient énormément de succès, notamment en Asie. Mais c'est vrai qu'ici, on voit souvent, donc au Festival Millennium ou dans d'autres festivals, énormément de productions coréennes. Ça s'exporte beaucoup et le public belge a l'air d'être toujours présent. Est-ce que vous avez l'impression que les Belges particulièrement ont un attrait pour le festival et le documentaire coréen? Je pense que le cinéma coréen est maintenant présent au monde entier, je pense. Mais par contre, j'admire vraiment l'ouverture, l'attitude ouverte des Belges. C'est-à-dire que quand on a proposé de travailler ensemble au festival, ils n'hésitaient pas. Donc on pouvait vraiment élaborer le festival tous ensemble. C'est pour ça qu'on a pu, le Centre culturel coréen et aussi le cinéma coréen, on a pu travailler avec beaucoup de festivals. De retour sur le plateau du Millennium pour parler du film toujours My Barefoot Friend. Zlatina Rousseva nous a quittés, mais nous continuons la discussion. Sur la fin du film, nous avons cette indication, cette information, comme quoi l'Inde cherche à faire disparaître les pousse-pousse. C'est aussi une interrogation du protagoniste pendant tout le long du film. Car ce serait un métier, conducteur de pousse-pousse, résultant de la misère uniquement, et quelque part ce serait un métier indigne. Alors la question que je veux poser à des spécialistes du travail, par exemple, est-ce qu'il existe des métiers qui sont foncièrement indignes? Oui, il y a probablement des métiers qui sont foncièrement indignes, tout ce qui est la prostitution et tout, mais je trouve qu'ici, la question est complexe, parce qu'ici, moi je me souviens d'une expérience au Brésil où j'ai rencontré des femmes qui se sont battues pour continuer à travailler comme à aller ramasser des coquillages. C'est un métier difficile et elles ont décidé de défendre ça.
paradoxe, c'est qu'elles ne voulaient pas que leur propre fille fasse ça. Mais elles voulaient ça. Et elles se sont battues pour ça. On pourrait, nous, avec nos yeux d'occidentaux, dire c'est indigne, ces dames ont des maladies d'ailleurs, parce qu'elles sont tout le temps dans l'eau et tout. Donc voilà, moi je pense qu'il faut voir, peut-être que si c'était fait dans d'autres circonstances, ce métier pose problème, hein, rien qu'avec un œil de sécurité, quand on voit les gens avec leurs pouce-pouce à travers les voitures, les camions, on se dit que on vit dangereusement du matin au soir, donc il y a énormément de questions à se poser. Mais moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut les supprimer, il faut discuter avec eux et de voir comment on peut évoluer. Et peut-être que c'est la fin, mais peut-être que c'est le faire, mais autrement. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision sur le long terme. En effet, en prenant les gens comme des acteurs et des actrices de leur vie, donc sans décider à leur place de ce qui est digne et de ce qui n'est pas digne. Mais par contre, c'est clair que quand on voit les conditions dans lesquelles cet homme travaille, à courir pieds nus dans des flaques d'1 demi-mètre, on ne devrait pas accepter au XXIe siècle que des gens doivent encore travailler dans ces conditions-là. Tout le problème, c'est de ne pas décider à leur place que ça doit s'arrêter du jour au lendemain et les laisser sur le carreau. Donc il faut avoir un mécanisme pour les accompagner, et puis derrière, il faut des politiques de formation dès l'enfance, mais aussi de formation professionnelle, pour que chacun puisse se rêver un travail digne et dans lequel il s'épanouit, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, évidemment. Comment parler avec eux quand il n'existe pas justement d'union? Ce sont des métiers informels, ce sont des métiers où n'importe qui attrape un pouce-pouce et va travailler. Comment on fait pour organiser une discussion avec des gens qui sont aussi indépendants? C'est aller sur le terrain, discuter avec eux. On a exactement le même problème ici à Bruxelles, hein. Il y a les jeunes qui maintenant se baladent avec un vélo et un sac à dos ou un grand sac. Ça a l'air d'être sympathique parce que ce sont des jeunes. En été, c'est chouette parce qu'en plus, on fait du sport. Mais ça pose énormément de problèmes de sécurité. Voilà, je voulais pas faire de publicité, mais voilà. Et donc, ça a l'air d'être fort sympathique, mais on voit que Bruxelles est dangereux au niveau de... Le cycliste, ce n'est pas sans danger. S'il a un problème de santé, il cotise combien, il a droit à quoi. Et donc, c'est excessivement difficile. Et quand nous, on s'amène en disant, tiens, est-ce qu'on ne peut pas discuter individuellement de vos problèmes individuels pour essayer de les collectiviser et d'avoir des revendications? On est parfois vu comme une structure, hein. Donc au lieu d'être vu comme un outil pour organiser les travailleurs et les travailleuses, on est souvent vu comme structure, donc on a des difficultés. En Inde, je pense que, oui, il faut des gens qui descendent sur le terrain, qui discutent avec eux. C'est comme ça qu'on a créé toutes les associations de travailleurs. C'est encore mieux que ce soit eux-mêmes qui s'organisent eux-mêmes et puis qui viennent avec des revendications. Et peut-être que pour la génération qui vient, on va supprimer ce métier-là. Alors justement, vous mentionnez ces livreurs à vélo qui sillonnent les capitales européennes. Et nous sommes allés ici à Bruxelles pour aller leur parler et comprendre pourquoi ils pédalent. J'ai pas vraiment cherché de taf avant d'y aller. C'est un peu ce que j'avais prévu de faire au début en attendant autre chose. Mais en fait, il y a tellement d'avantages, surtout au niveau de la flexibilité de l'emploi du temps, que je finis par faire ça jusqu'à maintenant. Bon, c'est très peu d'imprévus et peu de responsabilités, pas spécialement épanouissant, mais tu fais quand même du sport et t'es plutôt bien payé. Il y a un côté jeu vidéo un peu addictif, où même avec moi, le système de bonus, même si en soi ça change peu, t'essayes vu que c'est par heure, t'essayes avant 59 d'avoir vite fini ta commande, comme ça t'as ton petit bonus mais qui change en soi pas grand chose. Mais... Le vélo est devenu une sorte de passion qui était aussi une passion qui pouvait rapporter de l'argent en faisant des livraisons pour des boîtes. Les avantages, c'est que tu as constamment une relation avec toi-même et l'environnement assez surprenante, parce que les vélos étant quand même un moyen de transport qui est le plus bas de l'échelle dans la jungle urbaine, on se retrouve dans une situation dans laquelle on doit toujours essayer de rester en vie, et de faire ça et de prendre du plaisir tout en restant en vie. Donc c'est un travail constant de tension, de prévention, de projection de soi dans 5 minutes, 10 minutes dans la prochaine tournant. Et donc c'est un challenge qui
éveille ton esprit constamment. Et puis, les inconvénients, c'est que si tu te trompes une fois, ça risque d'être très très grave. Parce qu'un accident à vélo, ça commence déjà avec une chute, et puis on ne sait pas vers où ça va. Ouais, bah c'est très très précaire, t'as pas aucune cotisation, pas de congé payé, pas de jours fériés, dimanche, week-end, intempéries même. Il y en a qui disaient qu'il y a des intempéries, mais ils le font au fin fond de l'hiver, quand il y a 3 cm de neige, ils te rajoutent un petit bonus parce que sinon il n'y a personne qui y va. Tu travailles tout seul, du moment où tu travailles, quand tu fais les livraisons, tu les fais tout seul. Mais il y a aussi effectivement ce sentiment de... Enfin, c'est pas un sentiment d'équipe, mais c'est plutôt une vie ensemble quand on commence, avant de commencer à travailler ou pendant qu'on n'a pas de commande. On se réunit tous dans le même endroit, la même zone, et donc on parle. Ça arrivait souvent qu'on se parlait, mais bien sûr, avec la rémunération à la tâche, on sera sûrement individualisé et atomisé, donc on n'aura plus vraiment d'autre type de communication que concernant l'argent. Tu t'ennuies assez vite dans le sens où très vite tu connais tous les restaurants, et vu que tu fais ça dans tous les restaurants de Bruxelles, il y a un côté un peu impersonnel où t'as pas vraiment de relation fréquente avec des gens qui font que tu crées des affinités ou quoi. Alors, pour revenir sur la question peut-être morale aussi, quand on est un touriste à Calcutta et qu'on voit ces conducteurs de pousse-pousse, il y a une question qui se pose aussi, c'est est-ce que si on le prend, on favorise ce commerce-là et donc on favorise un métier indigne, ou au contraire, est-ce qu'on leur permet aussi de gagner de l'argent? C'est comme les chiffonniers dont vous aviez parlé avant. Quelle est l'attitude à adopter, à votre sens, quand on se retrouve face à cette situation? J'ai envie de répondre. La première chose, c'est de ne pas prétendre être le censeur qui donne la bonne réponse. Donc je ne pourrais pas donner à l'ensemble des touristes la bonne réponse à cette question. Je pense que toute personne qui a été dans un pays en développement en tant que touriste ou pour une raison ou pour une autre a été confrontée à ça. Hein, l'enfant des rues qui veut frotter vos chaussures, le conducteur de pousse-pousse, etc. Et c'est un dilemme moral auquel chacun trouvera la réponse. Alors je peux donner ma réponse à moi, de façon tout à fait individuelle. Je pense que j'ai eu, ayant vécu dans le Sud, beaucoup de mal par rapport à ça et à cette relation totalement inégale qui se crée. Et en même temps, je pense que respecter la dignité de la personne qui est en face, c'est lui permettre de gagner sa vie. Et que en fait, l'essentiel est dans la relation qui se crée avec la personne, qu'on traite la personne en tant qu'être humain. Et donc, si j'entre dans un pousse-pousse, je vais traiter la personne qui est en face de moi, mais je fais la même chose à Bruxelles avec un taximan, comme une personne et non pas comme un instrument qui me conduit. Je pense que l'essentiel est là. Et que le cœur du problème n'est pas tant dans cette relation individuelle à ce moment-là, mais dans les questions plus globales de comment ça se fait que sur une planète qui n'a jamais été aussi riche et où on a une poignée de milliardaires qui possèdent autant que la moitié de l'humanité, on a encore 1 milliard de personnes qui meurent de faim. Donc le cœur du problème, pour moi, ne se pose pas au moment où je suis dans ma relation avec le conducteur de pousse-pousse, mais comment je m'engage personnellement, à mon petit niveau, pour essayer de diminuer les inégalités internationales qui ont explosé depuis 30 ans. Je crois que le cœur, il doit être là. On ne peut pas accepter l'extrême richesse. Tout le monde refuse l'extrême misère, mais notre culture en est arrivée à accepter l'extrême richesse. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui possèdent 100 milliards de dollars, alors que derrière ça, on a 1 milliard de gens qui n'ont absolument rien. Alors que penser du coup de l'idée de Calcutta de, quelque part, cacher la misère en interdisant ce métier-là? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact positif, même si c'est fait à la serpe, ou est-ce que c'est une idée complètement saugrenue? Moi, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Moi, je suis vraiment persuadé qu'il faut travailler avec les gens. Et c'est vrai, parce qu'en fait, je pense que le métier, il l'aime bien. Ce qu'il n'aime pas, c'est l'outil qu'il doit utiliser. Mais c'est vrai que si on lui donne une voiture ou qu'on lui donne autre chose, une calèche ou je ne sais pas, ici, eux, ils rêvent de quoi? Ils rêvent parce qu'ils voient tous les jours à côté de lui le monsieur avec sa petite mobilette
Et donc voilà, mais comment est-ce qu'on organise la transition et pour qu'il puisse garder son métier qui est de quoi? Qui est de déplacer les gens dans la ville, qu'il connaît bien, il connaît les... Je pense que c'est aussi son identité à cette personne-là. Je crois qu'on n'éradiquera pas la misère en éradiquant les pauvres. Le problème n'est pas là, il faut respecter la dignité de ces gens. Et la question se pose chez nous aussi. N'importe qui se promène dans les rues d'une grande ville en Belgique ne peut que constater qu'en 20 ans, le nombre de SDF, le taux de mendicité, etc. ont explosé. Mais est-ce qu'on doit se lamenter d'être dérangé par les mendiants? Ou est-ce qu'on doit se poser la question de comment une société aussi riche que la nôtre peut en arriver à avoir autant de SDF, par exemple? Et donc, alors évidemment, on peut faire des rafles et les évacuer parce que c'est mieux pour les touristes, mais on peut aussi se poser la question de comment notre société en arrive là. Et là, on en vient à poser la question de notre propre protection sociale, qui est évidemment beaucoup plus forte que celle qui existe en Inde, mais qui est mise en danger aujourd'hui. Et il y a un tas de gens qui sont en train de sortir des filets de la sécurité sociale. Donc c'est extrêmement inquiétant. Et pourquoi est-ce qu'on s'attaque à notre système de sécurité sociale? Parce qu'on nous dit que les travailleurs indiens coûtent moins cher. Et aux Indiens, on dit les Bengalis, les Bangladeshis coûtent moins cher, etc. Donc est-ce qu'on met fin à cette course vers le bas en termes de droits, ou est-ce qu'on se pose une bonne fois pour toutes la question de renforcer les systèmes et les filets de sécurité partout pour permettre à tous les êtres humains de vivre dignement? C'est possible aujourd'hui. On a les moyens financiers sur cette planète de faire vivre tout le monde dignement. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par les aider là-bas pour nous aider ici? C'est nous aider les uns les autres en fait. C'est un secret pour personne qu'on est aujourd'hui dans une économie mondialisée. Alors derrière ce grand terme, ce qui se passe c'est quoi? C'est que les biens que nous consommons, ben, ils ne sont plus made in India ni made in Belgium, ils sont made in monde, tout simplement. C'est-à-dire que bien souvent, on va avoir un vêtement, par exemple, dont le coton vient d'Afrique, qui a été pensé par des designers en Europe ou aux États-Unis, qui va ensuite être assemblé quelque part en Asie pour arriver par bateau chez nous et être vendu avec tout le marketing, etc., qui se fait aussi chez nous. Et évidemment, c'est les parties qui demandent le moins de qualification qui vont le plus facilement être délocalisées. Et on voit le secteur textile. On sait qu'on avait un secteur textile très développé chez nous en Belgique, que ce soit dans des bastions wallons comme Verviers ou à Alost en Flandre. On avait vraiment une tradition textile en Belgique de très longue date. Et puis progressivement, ce secteur textile, il est parti en Asie. Et il est parti en Asie pourquoi? Parce qu'il demande peu de qualifications et qu'aujourd'hui il est très facile pour une entreprise multinationale de tout à fait externaliser la production des vêtements. Il y a plus de 20 ans, la campagne Vêtements propres, qui est aujourd'hui devenue Achact, menait une campagne qui visait notamment les équipementiers sportifs, et ils étaient allés remettre une pétition au PDG de Nike en disant mais les conditions dans lesquelles vos chaussures sont produites en Asie sont absolument indignes. Et il avait répondu aux représentants de la campagne Vêtements propres au Nouveau International, mais Nike ne produit pas de chaussures. Et il avait raison. Aujourd'hui, Nike ne produit pas de chaussures, comme H&M ne produit pas de vêtements. Ils pensent des vêtements et puis ils se déléguaient à des usines. On se souvient de la catastrophe du Rana Plaza, c'est pas en Inde, c'est au Bangladesh, c'est juste à côté. En fait, ces usines, les grands équipementiers ou les grandes marques de vêtements n'ont aucun lien juridique avec eux, sinon le lien d'un client vis-à-vis de son fournisseur. Et donc, un des aspects essentiels aujourd'hui, c'est qu'on a délocalisé une bonne partie de la production au nom du fait qu'il y a peu de droits dans ces pays-là. Alors ici, on parle dans My Barefoot Friend, d'un emploi tout à fait local, mais derrière, il y a un tas d'usines qui se trouvent dans ces pays-là, dans lesquelles les travailleurs ont très peu de droits, les travailleuses surtout, puisque c'est surtout des femmes. Et c'est à cause de ça qu'on remet en cause chez nous les niveaux de salaire, l'âge de la pension, la protection sociale, etc. En disant on n'a plus le niveau, aujourd'hui on n'a plus la possibilité d'être compétitif avec notre système de sécurité sociale. En fait, la compétitivité c'est quelque chose qui est relatif. Donc, de nouveau, la question c'est est-ce qu'on coupe chez nous dans la sécurité sociale ou est-ce qu'on appuie ces pays-là pour qu'ils élèvent leur niveau de protection sociale, auquel cas les délocalisations seront beaucoup moins compétitives. Alors quand on est une organisation syndicale ici en Belgique et qu'on lutte face à toute la misère du monde, face à tous ces travailleurs qui sont prêts à faire un travail pour beaucoup moins cher, est-ce qu'on ne se sent pas un peu désarmé quand on voit des films comme ça, à se dire mince, il y a tellement de travail à faire là-bas déjà pour pouvoir arriver à armes égales? Non, moi personnellement pas, parce que quand on voit dans le film
ce monsieur-là qui se bat, et qui se bat, c'est fantastique, c'est ça qu'on doit regarder. Et en Belgique, il y a des gens qui veulent se battre, se battre et se battre. Moi, je suis heureux, on a pu, ici à Bruxelles, aller au Parlement bruxellois avec des gens sans papier. Alors on peut dire, soit une personne sans papier, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs et nous on ne peut quand même pas accepter toute la misère du monde, soit nous pouvons dire ce sont des travailleurs et des travailleuses, ils viennent chez nous, ils travaillent et tous les dossiers, toutes les statistiques le montrent, ils apportent une richesse non négligeable. Eh bien, disons entre nous que ce sont des travailleurs et des travailleuses, organisons-les et nous allons renforcer notre sécurité sociale. Parce que dans tout le film, et là je trouve que Nicolas a vraiment raison, dans tout le film, ce qu'il pollue l'atmosphère, c'est ce manque de sécurité. Alors c'est vrai que tous nos politiciens parlent de sécurité. À Bruxelles, on a bien entendu besoin de sécurité entre guillemets physique, mais nous avons aussi besoin d'une sécurité sociale, et elle est aussi physique. Quand on est malade, on doit pouvoir aller à l'hôpital. Quand on est pensionné, on doit pouvoir vivre dignement. Et ça, je pense qu'on ne s'attaque pas suffisamment fort. Justement, quand on regarde le film d'un point de vue personnel, on a tous cette envie à la fin de l'aider. On réalise que les sommes qui pourraient l'aider nous paraissent à nous dérisoires, un trajet à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un moyen d'aider ici en étant sûr que ça aille directement chez les personnes qui en ont besoin? Oui, ça s'appelle l'opération Zonzons. L'opération Zonzons, c'est quoi? C'est une cinquantaine d'ONG et de syndicats d'ailleurs qui se mettent ensemble chaque année pour récolter des fonds ensemble et financer des projets. Et ça finance notamment les projets de l'ACSC, alors c'est pas principalement en Inde, mais c'est par exemple au Congo, pour travailler avec les travailleurs et les travailleuses du secteur informel pour les aider à se mettre ensemble et à revendiquer leurs droits. Donc oui, alors on entend souvent beaucoup de choses sur l'argent de la coopération, etc. Il se fait que moi je travaille à l'opération Zonzons et on a pour mission de vérifier que ça se passe bien. Oui, je peux garantir que cet argent, il sert vraiment. Alors, quand on dit qu'il sert vraiment, ça ne veut pas dire qu'on leur remet un chèque, ça veut dire qu'il sert notamment à ce que des travailleurs sociaux puissent aller les aider pour qu'ils revendiquent leurs droits vis-à-vis de leur État, ce qui permet un travail de beaucoup plus long terme que d'aller distribuer $10 à gauche et $10 à droite. Donc ça, je pense que c'est une façon de soutenir, mais il n'y a pas que le soutien financier qui est important. On a connu de grandes mobilisations en 2016 autour d'accords de commerce, du CETA et du TTIP. Il faut savoir qu'il y a un accord de commerce qui est en négociation depuis plus de 10 ans avec l'Inde, négociation qui n'aboutit pas, entre autres parce que le gouvernement indien ne se laisse pas faire face à l'Union européenne. Évidemment, l'Inde, c'est le deuxième pays au monde en termes de population, c'est une économie émergente, donc elle n'est pas dans la même situation que les pays africains, elle peut résister dans une négociation. Mais il y a toute la question de quel modèle on veut, et notamment sur la santé, parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles cet accord n'aboutit pas, c'est qu'il y a une pression gigantesque de l'Union européenne pour que l'Inde mette fin à la production de médicaments génériques. L'Inde, aujourd'hui, c'est le premier producteur mondial de médicaments génériques, ce qui permet à sa population d'avoir un accès relativement bon marché à la santé, même si ce n'est pas suffisant, on le voit bien dans le film. L'Inde, en plus, exporte des médicaments génériques vers d'autres pays en développement, et c'est grâce à ça qu'on a pu limiter la progression de la pandémie du sida, par exemple. Et aujourd'hui, l'Union européenne fait pression au nom de ces multinationales pharmaceutiques pour faire reconnaître les droits de propriété intellectuelle et mettre fin à toute une série de médicaments génériques. Résister en tant que citoyen à ce type d'accord de commerce, c'est aussi une façon d'aider ce conducteur de rickshaw et tous ceux qui sont derrière à avoir un accès à la santé. Donc il y a de multiples façons de... Il y a plein de façons d'agir. Ouais. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous on se retrouve pour une autre séance du Festival Millennium et pour une autre discussion. Merci à vous.